Et nous redonnons la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Une dénonciation sur note de complainte, peut-être bien. Complainte à l'endroit de cette famille, une grande famille. Alors, le grand-père a fait des enfants. Eux, de même, ont eu les leurs. C'est une grande famille et qui se distingue d'ailleurs. Tout le monde, on pourrait le dire ainsi, est diplômé. Et pas qu'un peu. De multiples docteurs. Et même parmi les petits-fils, ceux qui vraiment, jusqu'ici, ne sont pas allés loin dans les études, ont au moins un bac. Au Donc, moins. oui, on va dire que c'est vraiment une famille sur le plan de cette reconnaissance académique ou alors sur le plan du parcours scolaire, une famille élitiste. Élite, une famille d'élite. Mais alors, parfait, le drame. Le drame, c'est que bizarrement, en dépit de tout cela, des docteurs, des masters, des ci, de ça, personne n'arrive à avoir un boulot stable. Oh là là. Personne n'arrive à effectivement se faire prendre quelque part et être maintenu. Avec ses prouesses Avec académiques. tous ces profils dont je te parle. Les femmes, elles ne s'en sortent pas de même. Dès qu'elles vont en mariage quelque part ou elles s'attachent à quelqu'un, ça ne dure pas longtemps. Oh là là. Elles sont toujours congédiées et finalement reviennent à la case départ, à la maison familiale et tout. Un vrai drame. On veut comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'ils subissent relève du fait de quelques hommes, d'un homme, d'une femme? Parce que c'est une véritable tragédie que ceux qui les connaissent n'arrivent pas à expliquer. C'est cette dénonciation sous forme de complainte pour que ces gens soient libérés que je présente en ce matin. Peut-être qu'avec l'expertise des gens, de ceux présents sur le plateau et les connaissances relatives au sujet de nos téléspectateurs, on pourrait aider cette famille à sortir de cette espèce de situation. Entre guillemets de malédiction. Entre guillemets. Le mot de malédiction dans laquelle... D'accord, merci Alain. Mon cher imam, j'ai connu une famille comme ça, hein, du côté de ma mère, du côté de Mvengue. J'étais encore tout petit, je ne comprenais pas déjà ce phénomène. Ils étaient trois frères. Trois frères, ben, vraiment, au niveau des travaux champêtres, c'était bon. Ils avaient tous des grandes cacaoyères. Bref, ils étaient assis au niveau du village. Mais tous les trois frères, personne n'était viril. Tous les trois, personne n'était viril. Certains faisaient un effort d'avoir des femmes, mais c'est d'autres cousins du village qui les entretenaient et accouchaient. Et au village, tout le monde le savait, mais comme au village, on sait parfois garder les secrets, personne n'en parlait, mais on le savait. Mais on ne comprenait pas. On peut encore admettre qu'une personne, bon, soit bon, deux, mais tous les trois. Bon, alors, on a aussi suivi donc cette dénonciation d'Alain de ce matin où une grande famille, vraiment sur le plan de l'intellect, il n'y a rien à dire. Des docteurs, des masters, des licenciés, mais pas de travail stable. Même les femmes, elles vont en mariage, rapidement, elles sont congédiées et elles reviennent à la case de départ. L'homme spirituel que tu es, son regard. Parfait, il faut dire que ce genre de situations sont souvent très très récurrentes. Hein. Il y a plusieurs familles qui souffrent de ce genre de situations. Plusieurs familles. Nous recevons des familles, nous recevons des coups de fil, les gens qui se plaignent presque au quotidien. Ce sont des pactes ancestraux. Ah bon? Oui, c'est des pactes ancestraux. Oui, oui. Quand vous voyez déjà une famille vit des mêmes déboires, des mêmes situations. Les enfants de chaque temps. Chaque temps, il n'y a pas de travail. Parfois, dans la famille, tous les hommes sont des soulards, Oui. des ivrognes. Tu vois, dans une famille, tout le monde est ivrogne. Personne ne sait faire quelque chose. Personne n'est sérieux. Personne n'est sérieux. De l'autre côté aussi, les gars sont intelligents, mais il n'y a pas de travail. De l'autre côté aussi, comme vous avez dit, d'autres sont stériles. Ouais. Il y a des femmes aussi qui n'accouchent pas bien quand elles conçoivent. Toutes les filles, elles avortent. On ne comprend pas ce qui se passe. Ce sont des pactes ancestraux en réalité. Parce que vous savez,
nos ancêtres, parfait. Souvent, quand nos parents s'asseyent, nous racontent des histoires du village. Comment les ancêtres étaient puissants, ils étaient forts. C'est-à-dire que quand les Blancs arrivaient là, les Allemands arrivaient là, on ne voyait personne. Les villageois étaient là, mais on ne voyait personne. Quand le gars allait en brousse, il chassait le lion, il réussissait à maîtriser le lion. Il l'amène au village. Il l'amène au village. Il maîtrise la panthère, il l'amène au village. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Les ancêtres avaient des pactes qui tissaient avec des esprits des villages, parce qu'il faut le dire, il y a des esprits des villages, des clans, et chaque clan d'esprit aussi a ses lieux d'habitation. Il y a des esprits de forêt, des esprits du désert, des esprits de villes, des villages, ainsi de suite. C'est comme ça que ces ancêtres-là ont pu avoir le pouvoir, la puissance, même au niveau des travaux champêtres, pour être des bons cultivateurs, des bons chasseurs, puisque la force physique naturelle ne suffisait pas. Donc il fallait une force surnaturelle pour pouvoir leur permettre de dompter ces animaux, de travailler. Alors ils tissaient dans des pactes avec des esprits. Le pacte, c'est quoi? C'est-à-dire l'esprit, c'est donnant-donner. Je t'aide à faire ce que tu veux, à dominer un lion par exemple, mais en contrepartie, voilà ce que tu devras faire. Ou bien ce que tu devras donner. Donner. Sache que toute ta descendance vivra telle situation. C'est comme ça, c'est pour ça que parfois certains ancêtres, avant de mourir, ils cherchaient à initier un des enfants qui va continuer à contrôler ces esprits. Et si ce dernier n'arrive pas à le faire, c'est la débandade dans la famille. C'est ce que nous vivons. Oui, c'est pour ça que dans nos traditions africaines, il y a ce qu'on appelle le sac. Quand on parle de sac, le sac contient les élémentaux, des pouvoirs des ancêtres, avec des écorces, des poudres, des guigres, et ainsi de suite. S'il n'y a pas quelqu'un qui a été initié à gérer cette chose-là, c'est compliqué dans la famille. La débandade. La débandade. C'est pour ça donc que vous constatez donc que les ancêtres ont vendu. Ils ont vendu leur famille, ils ont vendu la stérilité. On va chuter. La stérilité, ils ont vendu le travail, ils ont vendu tout. Mais il y a des solutions à cela. Ah. Il y a des solutions, bien sûr. Mais passer aux solutions donc. Bien sûr, il y a des solutions. Ceux qui ont ce genre de situation viennent nous rencontrer. L'imam peut résoudre un tel problème? Par la grâce d'Allah, on résout ce problème, puisque c'est les esprits, c'est la manipulation des esprits tout simplement. Il suffit qu'on donne le remède qu'il faut et c'est fini. Très bien. Nous recevons des familles qui viennent nous voir par rapport à ce genre de situation. Donc ça, c'est là par la permission d'Allah, c'est un petit problème qu'on peut résoudre. Je passe la parole à Ebanga Nox. Ebanga, je me dis que vous avez certainement rencontré ce genre de famille tout au long de votre parcours à l'observation. On ne comprend rien. C'est-à-dire, depuis des années, ça dure. Rien n'est fait. L'imam pense que ce sont des pactes ancestraux. Oui, j'ai suivi l'imam. Il a dressé un portrait très caricatural d'une réalité qui peut se vivre et qui peut se constater dans toutes les cultures, même chez les Arabes. On trouve des familles... Attends, mais non, bah oui, sauf que tu as fait une emphase. Attention, j'en viens. Tu as fait une emphase. Plusieurs familles. Hein. Je dis encore ceci, tu as fait une emphase sur nos ancêtres, c'est-à-dire sur notre tradition, sur notre ère. Et ça te dérange un peu? Bah oui, c'est-à-dire le fait de circonscrire les schémas répétitifs et dramatiques que l'on peut retrouver dans toutes les communautés du monde. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que là-bas, c'est aussi leurs ancêtres qui ont pactisé avec des lions? Ah non, attends, je veux qu'on s'accorde. Parce que ce cas de figure existe partout et trouve des solutions. Le problème, c'est que dans l'analyse, la lecture sociale et sociologique de ce type d'événement, il faut être capable de discernement. Toutes ces cas de figure ne sont pas nécessairement liés à des contrats avec des entités. Il y a des cas, par exemple, de fautes qui n'ont pas été avouées, comme par exemple les cas d'inceste dans les familles, qui ne sont pas avoués. C'est-à-dire vous avez un frère et une sœur qui couchent ensemble dans le secret pendant des années, et comme personne ne les a vus, on ne les a pas attrapés, ils meurent, mais sauf que cette faute lourde est inscrite dans le sang. Et la malédiction y afférente peut se transmettre de génération en génération tant que quelqu'un n'a pas décelé la faille, décelé le mal, l'identifier pour pouvoir donc les faire passer, les soumettre à des rites appropriés pour laver l'outrage. À Kouarentomba. À Kouarentomba. C'est-à-dire que le frère et la sœur le font
jusqu'à ce que, au niveau du mouton, mort s'ensuit. Justement. Et en plein jour, En devant plein tout le jour. monde. Et Mais c'était quand même un rite très barbare. Hein. le problème Ce est... que vous condamnez, vous Oui. voulez qu'il le refasse encore en plein jour devant tout le monde. Attention. Et jusqu'à ce que le mouton meure. Je réponds à cette question. Vous savez que les rites sont dynamiques, ils ne sont pas figés. La culture est dynamique, elle n'est pas figée. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, les gens codifient les lois de la nature, c'est-à-dire les ritualisent en fonction de l'ère du temps, de l'environnement. Les rites que nos parents ont pratiqués il y a 2000 ans, il y a 200 ans ne sont pas forcément les mêmes qu'on a pratiqués il y a 2000 ans. Aujourd'hui, les rites sont en train d'évoluer. Ce n'est pas parce qu'on faisait cela il y a 200, 300 ans que forcément on devrait encore les faire aujourd'hui. Ça évolue parce que les gens travaillent. Tout à fait. Je veux insister sur le fait que certaines violations, comme par exemple l'inceste, aboutit à ce genre de malédiction. C'est-à-dire vous avez des enfants qui peuvent naître étant, on pourrait dire, impuissants, si je vais utiliser ce terme-là, comme vous avez pu... Stériles, impuissants. Ça fait partie des conséquences de ce type de souillure qui n'ont pas été lavées. Parce qu'il faut comprendre que dans les cosmogonies africaines, les communautés africaines se fondent sur le label communautaire. C'est-à-dire que nous sommes tous intriqués les uns les autres et la faute de l'un souille toute la famille, tout le village, toute la communauté. C'est ça même, au niveau même du dialogue, du paradigme quantique qu'on appelle l'intrication quantique, qui démontre que des éléments peuvent être apparemment séparés, mais garder un lien indélébile. C'est-à-dire que l'état de l'un affecte directement l'autre, quelle que soit la distance. Et c'est pourquoi ce type de souillure, quand ils ne sont pas réparés, crée beaucoup de dégâts dans les familles, de descendants. Mais quand même, hein, Oui. excuse-moi de te couper, Banga, Oui. je m'en voudrais si je n'insistais pas quand même hein, Oui. sur ce que l'imam a dit. Dans nos familles, Oui. j'ai quand même aussi appris beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que le grand-père ou bien l'arrière-grand-père avait signé des pactes. Oui, occultes je vais... avec des entités. Bien C'est-à-dire sûr. que vous aviez dans les villages des grands chasseurs, Ça allait des être grands le deuxième, agriculteurs. Voilà. le deuxième volet de mon intervention. Oui. Parce que je voulais d'abord prendre, c'est-à-dire les cas typiques qui sont très récurrents dans la Très société, sont très souvent les conséquences des souillures qu'on n'a pas pu laver. Je me rappelle du côté, par exemple, d'Ibombaré. Oui. Il y a eu une famille, on a constaté, à chaque fois, les garçons de cette famille étaient toujours violents. C'est-à-dire, il suffisait que vous le regardez comme ça, il bagarre déjà, et il est prêt vraiment à bagarrer jusqu'à ce que... C'est comme s'il était dérangé par un esprit, génération à génération. La famille, on les a amenés chez les prêtres, chez les pasteurs. Ils n'ont pas résolu le problème. Pas de solution. C'est-à-dire, Jésus n'a pas pu résoudre le problème. Allah et moi-même non plus n'ont pas pu résoudre le problème. Il a fallu que l'un des éminents chefs traditionnels du Kwa, qui a eu la capacité de consulter les ancêtres pour le cas de cette famille qui est venue le saisir, et ils ont découvert que leur arrière-grand-père était tombé du sommet du palmier, tête la première, il est mort. Oh là là. Ça, c'est le tso, Ça, c'est l'autre chose. n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait les rites Oh là adéquats. là. On n'a pas fait les rites pour le tso chez eux. Et au fur et à mesure, cette souillure-là s'est transmise de cette manière, s'est manifestée de cette manière par la violence chez ces enfants qui ne faisaient rien dans leur vie ils passaient tout le temps à bagarrer. Il a fallu donc que 3 générations après qu'on vienne refaire le rite du tso pour annuler cet esprit-là, et au fur et à mesure, on a pu constater ce genre de dégâts. Maintenant, j'aborde la question des contrats spirituels avec des entités qu'on peut appeler des parents psychiques, tels que les totems, parce qu'il a fait le cas, il a fait l'allusion de la totémie. Les contrats spirituels, lorsqu'ils se font avec certaines entités, c'est du donnant-donnant. Vous comprenez? Et ça veut dire que toutes les parties ont une sorte de cahier de charge. Et lorsque vous ne respectez pas votre cahier de charge, alors il y a des malédictions. Ce n'est pas forcément que quelqu'un va donner toute sa famille. On peut peut-être lui dire, si tu violes telle loi, par exemple, tu manges ceci, voilà ce qui peut arriver, qui peut frapper ta famille jusqu'à la 2e, la 3e, la 4e génération. Il peut également arriver que certains aillent sacrifier des générations
pour obtenir le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que tous les contrats spirituels avec les entités, c'est que les gens sont allés sacrifier des familles. Ça, c'est une lecture profane de la réalité. C'est pourquoi il fallait donc que j'apporte ce bémol-là, je soulève ce bémol pour que vous compreniez que les réalités, la mystique, sont plus complexes que vous l'imaginez. Ça dépend du contrat et des clauses contractuelles. Qui viole quoi? Qui est capable, jusqu'où s'étend même le contrat? Jusqu'à combien de générations? Et le viol des règles, qu'est-ce que ça implique? Sur qui? Comment et pourquoi? Merci, Ebanka. Docteur Noir, prenons le premier cas, hein, c'est celui qui voudrait que certains de nos aïeux ont eu à signer des pactes dans le noir. Je parle comme ça. Et de génération en génération, nous payons le prix. En réalité, ces pactes-là, c'était vraiment pertinent? Ça valait vraiment la peine? Oui, déjà d'abord, j'ai remarqué que les bonnes choses ne durent jamais. C'est pour cela que je ne prendrai pas la parole long. Il y a ce qu'on appelle le metum. Et il y a ce qu'on appelle la doctrine. Bon, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, hein, on va leur dire que les metum, ce sont les coutumes. Les metum, c'est les coutumes, ce sont des traditions. Et parfois aussi... Ce metum n'est pas un mot français. Tout à fait. Et parfois, c'est emballé de doctrine. C'est emballé de doctrine, ça veut dire un parent, un grand-parent, un aïeux, avant de partir, peut donner une certaine consigne à ses enfants. Et pourra leur dire, comme je suis déjà en train de partir, je me sens déjà partant. Restez unis les uns les autres. Et ne vous séparez pas. Soyez comme les brindilles de balai. Si vous ne respectez pas ça, il y aura des dérivés. Le grand-parent, avant de partir, peut vous dire, voici ce que j'ai laissé. Marchez avec ça comme ceci, marchez avec ça comme cela. Si vous déviez cela, il y aura les répercussions qui vont sortir. Voilà. Maintenant, plus loin, nous verrons que dans les livres de magie, dans les livres de mystique, dans tout ça, il y a ce qu'on appelle les succubes et les incubes. Les succubes et les incubes, ce sont des esprits néfastes qui parfois peuvent donner des choses telles que des chances, des lumières. Et il y en a aussi également qui peuvent donner de l'obscurantisme et les ténèbres. Maintenant, dans toutes ces œuvres-là, dans tous les livres de grimoire, c'est-à-dire les livres de magie et les pratiques de magie, il y a ce qu'on appelle dans le préface des livres de magie une interdiction ou une mise en garde qui va vous dire, comme vous faites ceci et comme vous faites cela, vous devriez respecter ça comme ceci. Si vous qui étiez parents, vous avez respecté ça et vous n'avez pas appris ça à ces enfants, les répercussions de ce grimoire, de ce livre de magie, commencent maintenant à vous atteindre. La magie n'est pas que seulement un bouquin, la magie également, c'est qui est fait de surnaturel. Maintenant, autre chose, c'est que quand nous voulons parler de la mystique, nous devrions comparer avec les règnes. Nous avons le règne naturalis, c'est-à-dire en latin le règne naturel. Nous avons aussi le règne animal. Perfecto, on ne peut pas prendre une plante qui pousse au désert et puis on vient l'amener dans une zone tropicale ou équatoriale. Et on ne peut pas prendre une plante qui pousse dans la mer et puis on vient planter ça en ville et croire que ça va pousser. Ça ne sera pas facile. On ne peut pas prendre un poisson et venir le mettre sur une plage ou le mettre dans un bateau sans eau, croyant qu'il va vivre. Et on ne peut pas prendre un lion ou un chat et le mettre dans l'eau et croyant qu'on va vivre. C'est un problème de biotope. Et c'est un problème de champ et d'atmosphère, c'est-à-dire les champs qui ne sont pas respectés. Il y a des familles, il y a des gènes, il y a des ADN, il y a des lignes qui marchent avec la tradition, c'est-à-dire sous la forme linéaire. Ça dit ton parent, comme on dit en petit, un bondoué, en gars. Et sur le plan linéaire traditionnel, vous devriez suivre ça. Il y a des familles qui marchent avec la prière. C'est-à-dire, dès le départ, le parent, ce n'était que par la prière qu'il recevait la thérapie, qu'il recevait la guérison, et les enfants devraient suivre ça. Plus loin maintenant, troisième cas, nous avons ceux qui marchent avec la pharmacie, même s'il faudrait dire médicale, occidentale, et ainsi de suite, avec les remèdes de la pharmacie, ainsi de suite. Et ils suivent ça de manière génétique, et puis ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui dérange? C'est que celui qui se nourrit, ou alors qui se développe avec la tradition, veut maintenant venir se greffer avec celui qui se manifeste ou qui se guérit avec la pharmacie occidentale. Et celui qui se manifeste et se guérit avec la pharmacie occidentale quitte ce champ pour venir dans un autre champ. C'est là où il y a maintenant bouleversement.
Et c'est là donc qu'on commence à vivre ces choses. Maintenant, moi, je voudrais m'arrêter. chuter. Oui, je voudrais m'arrêter pour dire que ces gens-là devraient voir, leur famille devrait voir. Voici comment on se délivre de ces choses. D'abord, ce n'est pas de manière comment. Ils ne pourront pas être délivrés. Il faudrait d'abord qu'ils quittent le lieu. Parce qu'il y a des esprits qui habitent dans des endroits. Quitter le lieu comment? Je m'explique. S'ils sont dans une maison familiale et qu'ils vivent là... Ils quittent d'abord cette maison. Ils quittent d'abord cette maison. Parce que les esprits sont déjà dans cette maison. Bien sûr, puisque perfect, il y a des maisons que je t'amène là maintenant, tu n'as jamais fumé le champ, tu auras le désir de fumer le champ. Il y a des maisons où maintenant là je t'amène, tu n'as jamais commis de prostitution, tu vas vouloir commettre des prostitutions parce que les esprits habitent dans les atmosphères, habitent dans des lieux et habitent dans des personnes. Donc il faudrait qu'ils quittent d'abord ces lieux et puis qu'ils recherchent la face du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il y aura la délivrance. Donc Jésus-Christ peut être la solution. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens qu'il a toujours eu à délivrer, il les amène à quitter d'abord ces champs et ces lieux. Tot Abonné, voilà donc le cas d'une autre femme qui a déjà connu 6 hommes. Et tous les 6 sont morts. Le premier mort, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième. Et on fait comprendre que c'est le 7e qui vivra. Alors, est-ce qu'on peut couper ce genre de lien sans conséquence? On peut couper ce genre de lien, mais il faut trouver la clé. On ne coupe pas... Pour couper? Oui, il faut retrouver la clé qui va te permettre de remonter les choses jusqu'à la cause. On ne doit pas seulement regarder les choses au niveau des conséquences, mais on doit remonter vers les causes. Et au niveau des causes, il y en a plusieurs. Il y a 2 causes principales qui ont été évoquées ici. Le pacte avec certaines entités et parfois la rupture des interdits aussi. Mais ça n'a pas, du côté de la rupture des interdits, ça n'a pas été suffisamment approfondi. Mais au-delà de ça, il y a aussi des sorts qu'on lance sur certaines familles. Donc quelqu'un qui est jaloux de votre étoile peut vous lancer un sort que toi et tous tes descendants, vous n'allez jamais prospérer. Malgré que tes enfants soient intelligents, malgré que tes filles soient belles, il n'y aura jamais de prospérité dans cette maison. Il peut aussi arriver que l'un des parents, en dehors des liens traditionnels, se soit engagé dans des cercles ésotériques, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres, et la franc-maçonnerie, la Rose-Croix peut également avoir ce genre de conséquences. Bien sûr, puisqu'il y a des pactes qu'on tisse là-bas, il y a des engagements qu'on prend. Mais on me fait comprendre, ce sont des écoles philosophiques. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle l'appartement. Tu sais, quand on veut t'attirer... Là-bas, on dit que c'est pour... Dans les filets. On dit que c'est pour l'élévation d'esprit. Quand on va attirer l'oiseau dans les filets, on vient mettre les graines d'arachide là. Pour que, dès que l'oiseau vient picorer, on jette les filets, on allait attraper les petits. Donc en fait, c'est ça. Donc même dans les cercles ésotériques, vous allez constater par exemple que dans certaines familles de multimilliardaires ou de entre guillemets, hautes autorités administratives, à la mort de cela, c'est la catastrophe dans la famille. Oui, on a souvent vu ça. Voilà. C'est-à-dire que malgré tous les milliards qu'il a laissés, d'abord tout ça s'évapore. Ça s'évapore comme ça, la famille. J'ai eu le cas, Tébéla, moi je suis le Bala. Tébéla était un multimilliardaire, il a laissé même les immeubles ici en ville. Oui. Mais la famille Tébéla aujourd'hui, ça ne ressemble pas. Pitoyable. Voilà. Si on ne fait pas attention, ça arrivera également à une grande famille. Une grande famille, oui, de l'Ouest. Ouais. Et c'est en train les de se dessiner. la famille, les enfants se battent. Voilà. Au Cameroun et ailleurs. Donc, vous constatez qu'il y a donc plusieurs causes. Ça peut être lié aux engagements vis-à-vis des génies tutélaires ou des totems. Ça peut être lié à un sort qu'on a jeté contre cette famille. Ça peut être lié à la responsabilité des parents eux-mêmes qui vont faire payer ça à leurs enfants, à leur progéniture, en allant entrer dans des choses qui sont diamétralement opposées à la tradition. Ça peut même aussi être dû à une rupture sur le plan de l'égrégore. Parce qu'il y a 2 égrégores. Il y a l'égrégore naturel, c'est-à-dire la lignée familiale, la généalogie, et tout ce qui s'ensuit, notamment les interdits, le respect, non, on ne mange pas chez nous, les étones ne mangent pas le serpent. Mais il y a certains étones qui peuvent se permettre aujourd'hui de manger le serpent. Parce qu'ils vont te dire que non, les anciens... Et pourquoi vous ne mangez pas le serpent? Gangmeja, l'histoire de Gangmeja. C'est le serpent qui nous a aidé à traverser la Sanada. Mais il n'y avait pas que les étones. Et il y avait même justement, les éondos. c'est pour ça qu'elle dit donc, à cause de la gourmandise,
Les gens ont dit que non, les anciens ont interdit ça parce qu'ils savaient que c'était bon. Est-ce qu'on avait signé un pacte avec Ngarmandia? Mais On justement, ne doit pas le manger. qu'est-ce que si tu manges ton totem, c'est même d'abord quoi le totem? Est-ce que le Ngarmandia était le totem des petits? Bien sûr. Il faut d'abord expliquer ce que c'est que le totem. Le totem est l'animal auquel une famille, un clan s'identifie en fonction des caractéristiques de ce clan. Si quand on dit par exemple, ce sont les léopards ou les lions, ça dit c'est des personnes intrépides, courageuses. Donc c'est le tempérament qui fait en sorte qu'on dise... Et le serpent? Et le serpent, c'est la transmutation, c'est le symbole de la résurrection. Vous voyez, quand le serpent mue, il se régénère, c'est la régénération. Et le serpent aussi, c'est l'intelligence, c'est la ruse. Donc il y a plein de tempéraments qu'on peut retrouver à travers les animaux. Quand on dit l'éléphant, par exemple, c'est la mémoire, le pouvoir de la mémoire, on dit il a la mémoire de l'éléphant. Donc le totémisme n'est pas forcément un pacte qu'on établit avec des entités, mais c'est une sorte d'identification. Quand on dit par exemple les lions indomptables, c'est le totémisme. Quand on dit les coqs de la France, c'est le totémisme. Donc l'emblème qui symbolise ce peuple-là, l'identité naturelle de ce peuple, la manière dont le peuple-là se comporte, et il s'identifie donc à cet animal. Donc tu ne dois pas te manger toi-même. Si ton totem, si on dit que tu es un lion, tu ne dois pas manger le lion. Ça veut dire que tu es en train de te manger toi-même. Même en science, ça s'explique. Hein? Ça dit ce à quoi ton code est lié. Si tu mais à un moment donné, donc, est-ce que, parce qu'on peut pousser la réflexion trop loin, hein, oui. Est-ce que certains parents ne seront pas responsables? Peut-être qu'il a un totem, comme oui. Bon, prenons le cas du serpent. Oui. C'est celui-là que nous mangeons facilement. Oui. Alors, lui, dont ton père ou ton grand-père, lui, là, dans son totem, qui est un serpent, peut-être que ton père ou bien ton grand-père lui-même ne mange donc pas le serpent, mais lui ne vous l'a pas dit. Oui. Bon, peut-être, bon, tu comment donc à manger le serpent dehors. C'est justement ça, donc, le problème de l'éducation et de la rupture des interdits. Un parent qui a des codes et qui ne transmet pas ces codes à ses enfants. La faute aux parents. La faute aux parents, ça c'est clair, je suis d'accord. Mais il y a aussi des enfants qui connaissent ces codes, mais à cause de leur faiblesse d'esprit, il va rencontrer un jour un prêtre ou un pasteur qui va lui dire que ça c'est Satan, les choses de Satan. Donc il faut aller jeter ça, donne-nous ça, nous on prend et on récupère. Et quand il récupère, il ne brûle pas, il part avec. Donc c'est ça qu'on appelle la duperie. Donc beaucoup comme ça se sont laissés duper et ça a créé donc une rupture qui a fait en sorte que dans les générations suivantes, puisque les gens n'avaient plus ces codes, les gens commencent à subir des choses. Maintenant, par rapport au sort, par rapport au sort donc on lance. Quand on lance peut-être quelqu'un qui est jaloux de la famille, c'est pour ça que chaque famille doit avoir un voyant. Chaque famille devrait avoir un voyant. Quelqu'un te dira encore que c'est ma... Mais ça t'a... Oui, mais quand ils ont les prophètes, les gens qui causent avec les démons, dans leurs livres, là-bas c'est Dieu. Quand c'est chez nous, il y a des gens qui sont nés avec le don de voyance. Il est naturellement voyant. Maintenant, quand on l'encadre dans l'initiation, c'est pour perfectionner et parfois aussi pour le protéger. Parce que quand tu vois l'invisible, tu peux te faire attaquer. Mais ces voyants-là peuvent nous aider. Dans le cadre, par exemple, de l'affaire Martinez-Zogo, que ces voyants-là viennent, on gagne en temps, ils nous disent qui a tué Martinez-Zogo. Le cas Martinez. Le cas Martinez-Zogo. Est-ce qu'on dévie du thème ou bien on est toujours dans le thème? Le cas Martinez-Zogo est un problème politique. Et donc, les voyants ne voient pas la politique? Non, les voyants voient. Les voyants peuvent voir. Mais c'est protégé. C'est un dossier politique. Donc, même les politiques là, eux-mêmes parmi eux, il y a aussi les voyants. Donc, ils se voient entre eux. Non, toi, soyons sérieux. L'affaire Martinez-Zogo nous dérange au Cameroun. Il faut aider la justice. Que les voyants là viennent. Ils nous disent, bon voilà, voici ce que nous avons vu. C'est elle qui a tué Martinez-Zogo. Alors, et on gagne en temps. Oui, mais justement, est-ce que le système judiciaire prend cela en considération? Hey, le système judiciaire camerounais prend en considération la sorcellerie. Hein? Est-ce qu'on parlait de justice? Est-ce qu'on parlait de procès? Attendez, le procès se déroule depuis des années. Oui. Vous avez bien entendu que dans ces procès-là, on a fait appel au Gangan pour venir faire... Non, attendez. Donc, on vous a dit comment ça se passe. Si ils s'en vont là-bas, vous allez fuir. On a pris un... Attends, monsieur l'imam. On a pris un exemple concret ici, là. Lorsqu'il y a un scandale quelque part, lorsque le pasteur et le prêtre se lèvent pour aller, les gens accourent. Mais dès que quelqu'un, un gangan se lève pour aller, vous fuyez. Et vous voulez qu'il fasse quoi?
Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Au Pourquoi? contraire, il y a les gens qui Non, écoute, non, écoute. Je voulais chuter, je n'ai pas chuté. Ouais, chutons tous. Je voulais chuter en disant que les solutions, justement, de ce mauvais sort qu'on lance, lorsque les initiés, parce que si vous partez chercher un initié qui vient d'ailleurs, il risque de ne pas avoir les clés pour régler ce problème. C'est pour ça que les problèmes des familles, des lignées, des liens, des lignages, doivent toujours trouver des solutions en rapport avec les initiés qui ont des liens et qui ont les codes de ce clan ou de cette tribu. Parce que les gens ont l'habitude de croire que je vais aller chercher un Indien pour venir régler les problèmes chez les Étoiles ou chez les Manguissa. Alain Douk, sujet très important au niveau de notre dénonciation ce matin. Hein, ça peut même faire l'objet de toute une émission. Ces cas-là, entre guillemets, de malédiction, nous avons souvent rencontré dans nos familles. À un moment donné, on ne sait plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème au niveau, par le biais de la religion, ou alors on doit faire confiance à nos grands initiés traditionnels? Non, tu sais que je suis contre la religion. Je ne suis pas religieux, je suis dans la spiritualité. Bon, est-ce que Jésus peut résoudre ce problème? La religion, c'est une cage. Elle est dangereuse, destructrice, hypocrite, malveillante. Il faut aller étudier. Fausse. Hein, mais vous croyez en Jésus? Oui, mais est-ce que Jésus, c'est la religion? Jésus, c'est une personne. C'est une personne avec laquelle il faut entretenir une relation. Point. Et il n'a pas créé de religion. Les chrétiens, ce n'est pas une affaire de Jésus? Oui, justement, mais c'est pas la religion. Non, ils ont systématisé. Ils ont systématisé. Non, parfait. Non, Jésus n'est pas une religion. Ils ont systématisé, ils se sont appropriés, ils ont systématisé le mouvement créé par le Christ et toute l'émulation autour de sa parole et de sa doctrine. Ils ont créé des entités qui, en réalité, deviennent même des entités qui le combattent sournoisement sans qu'on s'arrête. Puisqu'ils sont en accord avec l'État. Maintenant, moi, j'aimerais que nos... Alain Douk, que... juste une petite question, ouais, je te l'envoie. Tu dis que tu fais dans la spiritualité. Question simple. Dans la spiritualité, Jésus est une personne? Dans la spiritualité, Jésus est une personne. C'est même le visage. Ça va continuer, mais ceux qui font la spiritualité ne sont pas d'accord. Ce que je vais dire à mes amis d'en face, parfait. Vous savez, nous avons les frères d'Orient, là, qui... ils ne restent pas là à enseigner leur spiritualité à ceux de leur bord. Ils sortent, des Européens les payent pour écouter, pour être endoctrinés dans leur spiritualité. Hein. Ces grands maîtres là, ces grands gourous de l'Orient, les Européens les payent. Vous gagneriez déjà donc, comme vous êtes dans une démarche militante, à vous promouvoir aussi de l'autre côté. Faites connaître à ces gens notre spiritualité. Ne venez pas simplement parler de ça ici avec nous. Bien. Je vais maintenant dire quelque chose parfait. Vous savez, je vais saluer chacune des contributions parce que les contributions en question ont été riches. Mais je me questionne quand même sur cette espèce de laxisme aussi qu'il y a dans cette famille. Vous restez, vous commencez à voir, à faire des constats, ou alors ils ne constatent pas qu'il n'y a pas un truc qui marche, là, il y a un truc qui va de travers. J'ai souvent entendu parler, quand on observe ce qui se passe dans la famille et que les premières plaintes commencent, on vous dit, allez voir ce qui ne va pas. Mais comment ils ont pu rester comme ça pendant longtemps sans rien faire? Il n'y a rien qui les a interpellés. Ça d'abord, eux-mêmes d'abord sont à mettre à l'index, à épingler sur cette espèce d'indifférence ou de lâcheté ou de passivité. Chercher le bon mot pour les caractériser. Faut vraiment avoir l'esprit alerte, observer la famille, observer les traînes et se dire non, ici il y a un truc qui ne va pas, faut qu'on aille regarder ce qui ne va pas. Quel que soit le positionnement idéologique qui soit le vôtre. Mais allez voir ce qui ne va pas questionner les choses. Bien. Moi, tu connais ma position très manichéisée dans la spiritualité. Il y a deux bords. Et je l'ai toujours dit, même les maçons rendent témoignage de cette dialectique au travers du damier, du sol en damier dans tout temple maçonnique. Il y a le bord de la lumière, c'est le blanc, et il y a le bord des ténèbres, voilà, c'est le noir. Donc, nos grands-parents, et ça je le dis parce que j'ai un cas comme ça dans la famille, où on était là, on a atteint un certain âge, et on voyait cet oncle-là, dans certains degrés, il est là, bien constitué et tout, on ne le voyait jamais avec une femme, on a même commencé à le titiller un genre... On en voit même certaines filles aller le taquiner. Il était toujours en train de se défiler. Parfois il devient nerveux. Voilà. Et finalement, j'ai un jour sur le sujet posé une question comme ça, et on m'a fait comprendre que, écoute, les ancêtres, les parents, les grands-parents, les aïeux,
ont souvent fait des choses qui finalement ont des répercussions par la suite dans la lignée. Donc, et c'est l'imam et les autres aussi qui ont abordé le sujet. Des gens, vraiment, pour un certain nombre de prouesses épiques dans le passé. En tant qu'ailleurs, ils ont contractualisé. Et avec qui? Avec les entités du bord noir. Parfois, même quelqu'un allait signer des pactes dans le noir pour qu'elle soit aimée par les femmes. Dès qu'il dit un mot à une femme, la femme a seulement accepté. Et quelqu'un va signer une affaire comme ça avec une famille. Et dans ce commerce, il y a toujours des contreparties. Voilà, c'est ce que il y a des clauses contractuelles. Bon, allez savoir, l'aïeul a accepté dans les clauses contractuelles de céder quoi? C'est ça. C'est là où tout commence. Hein, c'est vrai, Tot et Bangor a abordé l'économie des interdits, mais il y a même des aïeuls qui acceptaient à leur niveau de concéder ci ou ça. Oui, ça je l'ai dit, qu'il y en a d'autres qui... C'est très dangereux. Et vous vous retrouvez dans une posture où vous n'avez rien fait de mal en particulier. Le monsieur, voilà, c'est l'ascendant qui est en train d'ataviquement vous faire ressentir. J'avais dit un jour ici que cela était injuste. Todd m'a dit que ce n'est pas injuste. Aujourd'hui, donc, pour nous qui regardons ces choses, nous en sommes témoins. Vraiment, moi, tout ce que je vais dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est écrit dans le livre des Que faisons-nous de cette famille qui souffre? Ben, il faut qu'ils s'en remettent. Il y a des gens qui sont capables d'étudier la causalité sur le prisme de la tradition et voir ce qui ne va pas. Parce que moi, je veux croire que je ne rejette pas le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent les aider dans ce sens, mais je reste aussi convaincu que la toute-puissance aussi réside dans celui qui est le maître suprême de tout et qui a créé ce monde et qui, au travers d'une seule parole, comme il a apporté tout ce qui existe, par une parole à exister, il peut simplement aussi décréter la fin des souffrances de cette famille et tout ça. Le maître là, c'est qui? Mais c'est Christ. Perfecto. Ce qu'il doit savoir pour continuer, il y a des maisons qui sont hantées. Parce que lorsque des rituels comme ça sont faits, qu'on appelle des transgressions de rituels, il y a des maisons qui deviennent des hantises, qui sont hantées. Parfois, vous avez vu ça, une émission qui se passait à caméra cachée, où des esprits parlent dans cette maison. Voilà pourquoi moi j'ai conseillé à ces gens qu'ils ne s'attendent pas à une délivrance commune. Que chacun, de sa propre manière, première des choses qui quitte là, deuxième des choses qui trouvent la thérapie, soit traditionnelle, soit mystique, soit christique, qui pourrait les faire Docteur Nova, moi je pense que la solution, ce n'est pas quitter l'endroit. Parce que si quitte l'endroit, qui viendra habiter? Non, je pense que l'une des solutions, c'est aller délivrer cet endroit aussi. Ça, c'est la meilleure thérapie, c'est justement ce que je voulais. Maintenant, je voudrais aussi, je te redonne la parole. Si une maison brûle, première des choses qu'on fait, on sort pour chercher l'eau. Tu parles bien de brûler. Non, c'est spirituel, ça dit, non, c'est une transposition. Si une maison brûle, première des choses, qu'est-ce que je ferais? Je sortirais pour prendre de l'eau et verser et chercher le recours à l'extérieur. Il y a également un autre aspect. Donc c'est très important. Si nous prenons ce que vous êtes en train de dire à la lettre, ceux qui sont initiés dans des choses bizarres peuvent donc commencer à nous arracher les maisons. C'est-à-dire quelqu'un vient, il lance une affaire dans ta maison, il enlève ta maison, tu fuis la maison, et peut-être même lui récupère la maison. Perfecto. En France, en Angleterre, à Manchester, il y a des maisons comme ça totalement abandonnées où des gens ont fait des sacrifices extrêmes. On a monté. Il y a une émission qui passe là, dans des trucs. Et il faut préciser que il y a même des boîtes de nuit comme ça qui ont été abandonnées. Par exemple, pour chuter, il y a des maisons, vous allez là-bas, ce n'est que des suicides. Moi, je parle d'un cas où je me suis senti concerné personnellement, pas une seule fois, pas deux fois. Nous allons entrer dans certaines maisons, il y a de cela 5 ans, il y a le serpent. Oh là là. Oui, je suis allé, j'ai versé les trucs, et puis les gens du lieu ont commencé à... On est venu me donner le préavis. Oui, que tu dois t'en aller. Partir. Oui. Et des choses simples, toi. Voilà. Pour chasser le serpent. Bon, mystique. Dans ce cas précis, dans ce cas précis, on parle d'une famille qui est dans sa maison, pas qui est en location. Tout à fait. Je pense que la solution, c'est pas d'aller ailleurs. Parce que pour aller ailleurs, ça demande aussi des moyens. C'est clair. S'il faut quitter, il faut aller louer notre maison. Il faut travailler le lieu. Il faut travailler le lieu. Le deuxième cas, déloger ces esprits-là. Le deuxième cas dans ce sens. Toujours, il y a quelques mois ou quelques années, les gens envoient les entités venir hanter. Ce n'est pas forcément que c'est la maison ou les propriétaires. Les gens du quartier envoient leurs trucs pour venir voler les énergies. Alors j'ai fait mon petit fagot de trucs là
de mélange, de l'onde de timné, machin, j'ai mélangé, j'ai accroché, j'ai dit que revenez encore. Depuis... Merci. Monsieur Alors, Paty. les gens d'abord quelques messages pour nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est vrai que le message est long. Faites un effort d'être souvent précis et concis. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour également à tout le ton panel. Pour la dénonciation, il faut comprendre que certaines choses que nos grands-parents ont vécues ou commises peuvent se répercuter sur les générations futures. Nous l'avons dit. Nos actions, nos choix et même nos silences ne meurent pas avec nous. Ils peuvent marquer toute une lignée. Par exemple, les cas d'inceste qui n'ont pas été dénoncés, ni réparés, ni pardonnés, peuvent aussi laisser des blessures profondes dans la famille. Quand un secret grave est enterré, sans vérité ni justice, il crée comme une dette spirituelle et émotionnelle que les enfants et petits-enfants payent sans comprendre pourquoi. Je comprends pourquoi mon père me disait l'autre jour, il y a un oncle qui est mort dernièrement, il y a plusieurs années, il avait été accusé au village d'avoir ce qu'on appelle vulgairement le con. Et mon père s'est fâché parce qu'on a enterré ce monsieur récemment. On n'a pas évoqué cette affaire au moment de son enterrement. Et je comprends déjà ça maintenant. Le père était très fâché. Le père disait ceci, il fallait qu'on évoque ce problème. Soit pour reconnaître qu'il avait le con et qu'on puisse apporter le pardon, soit pour absurde, c'est-à-dire qu'on se dise qu'on avait créé une affaire pour salir le monsieur, il n'avait jamais eu le con et justement qu'il aille en paix. On ne l'a pas fait. Le fait d'avoir enterré cet homme sans déjà essayer dans le silence, en se rendant complice de ces actes, parce que ce silence-là, il est coupable, non seulement va entacher la famille, la société, mais ça va également perturber le parcours de celui qu'on enterre dans son chemin de dans l'au-delà. Parce que s'il est rendu coupable, s'il est avéré qu'il était coupable de la pratique de con dans sa communauté et qu'il n'y a pas eu des réparations nécessaires, ça veut dire que même son école con va rater. Oh là là. Bien sûr, c'est pas, ce sont des lois. C'est-à-dire, l'école con, c'est-à-dire c'est ce rituel qui symbolise la résurrection. Habituellement après 9 jours. Après 9 jours, parce qu'il faut partir du fait qu'un jour correspond à un mois dans le ventre de la femme. Un jour dans le ventre de la terre égale un jour dans le ventre. Donc c'est le chemin retour. Comme nous venons en faisant 9 mois dans le ventre de la femme, c'est aussi comme ça qu'avant de repartir, on fait 9 mois. Donc c'est bien symbolique. C'est symbolique. Les 9 jours-là sont symboliques. C'est pourquoi il faut les respecter. Malheureusement, on ne les respecte pas. Donc il va rater sa résurrection au niveau de l'école. Maintenant, je voulais également préciser quelque chose. En quelques secondes. Pour proposer une thérapeutique. À l'époque, quand Todd disait tout à l'heure que chaque famille ou chaque clan doit avoir un voyant, c'est aussi comme ça que dans chaque village, il y avait ce qu'on appelle un nomgi. Dans chaque village. Le nomgi, c'était le justicier. Malheureusement, aujourd'hui, on a désactivé tous les ibengi. Les ibengi, c'était les sanctuaires dans lesquels le nomgi essayait d'entretenir son magistère, son sacré. Quel était le rôle du nomgi? Le rôle du nomgi, c'était que déjà, à travers le sanctuaire agissait comme un satellite. Ça faisait que lorsque quelqu'un de la communauté vient avec un maléfice, il voit. Automatiquement, il le ressent. Ça se signale. Il le localise et il vient lui dire, ce que tu as mené là, je te donne 3 jours pour t'en défaire. Il lui dit pour t'en défaire. Donc si tu veux, va jeter ou bien va donner temps, mais pour t'en défaire. Si tu ne le fais pas au bout de 3 jours, et la conséquence, quand il n'obéissait pas, c'était que le 3e jour matin, on le retrouvait au carrefour, le ventre ouvert, les intestins éparpillés. C'était le symbole par lequel on savait que le nomgi avait châtié quelqu'un qui était venu avec un maléfice. Et il y avait d'autres méthodes. En dehors de l'individu, on encadrait, on clôturait le village des pare-balles. Des pare-balles. Tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas traverser Quand tu vas là au niveau du périmètre que tu as un truc, ça n'entre pas. Soit tu es frappé, électrocuté là sur place, si tu forces. Je constate avec moi que Todd et Banga sont en train de décrire ce que nous décrions dans ce Quoi Parce que nous avons parlé justement des ancêtres qui cherchaient des puissances au travers des entités. C'est mauvais d'avoir la puissance. Et là on parle de justice, monsieur. Non, s'il te plaît, non. Attends, tu as compris, on parle de justice. C'est des justiciers. Coercitif. Non, quelle vérité? Tu parles de quelle vérité?
Non, monsieur l'imam, on avait la parole. Attends, quand je dis encore ceci. Non, c'est moi qui avais la parole. Non, vous allez reprendre. L'imam, allez-y. Banga, s'il te plaît. Allez-y. Je t'ai dit ici de faire la différence entre un débat et une discussion. Je suis dans la discussion. Le débat, c'est une discussion. Non. Fais la différence entre la discussion et le... Attends, je veux juste... Écoute, tu confonds la discussion et la dispute. Tu confonds la discussion et la dispute. Imam Cheikh Ali. Dans le débat, il y a discussion. Voilà. Ils sont en train de légitimer, de légiférer ce qu'ils ont fustigé. Qui a fustigé? Qui a fustigé? Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Non, c'est pas le pacte là-bas. On n'a pas décrit. Oh là là, ça veut dire qu'il n'a pas compris. La justice traditionnelle. Quand nous parlons tous à la fois, on ne nous comprend plus. Si on parle de la justice traditionnelle. On a parlé de la thérapie, ça veut dire que tu n'as pas compris. Permettez à l'imam Cheikh Ali de chanter et probablement vous reprendrez la parole. Ça, c'est la mauvaise foi. Cheikh Ali. Merci, parfait. L'imam de la modération, merci. Je disais donc ceci. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de voir quelqu'un venir avec sa magie pour être protégé, non. Moi, quand je fais ma prière, j'adore mon Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Viens avec tout ce que tu vas venir. On attaque les imams. Tu parles de quoi? C'est trop facile. On vous attaque, vous mourrez même dans la prière. Pendant que vous priez, on vous attaque, vous Les mourrez. petits blancs ont tapé aux sorciers africains. Les États-Unis ont tapé l'Irak avec Allah. On peut tout un village. Quand les États-Unis ont tapé l'Irak. Les Juifs sont en train de massacrer les Arabes avec Allah. Allah est où? Allah est où? Attends, Allah est où? Les Palestiniens. Voilà tout le Liban qui est à terre. Allah est où? S'il vous plaît. Non, Allah est où? On lit encore les messages. Ton argument ne tient pas. Nous lisons encore les messages. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je peux vous dire avec certitude, que la vision existe bel et bien depuis ma tendre enfance. Au décès de ma maman, lors de la veillée en 2006, j'avais 13 ans. Je voyais des gens et des choses. Aujourd'hui encore, personne ne peut m'expliquer cela. Donc, c'est Stéphanie de Douala qui envoie cette contribution. On croit à Mougui. François dit ceci. Bonjour Perfecto. Et salutations à ton panel. Au sujet du thème de ce jeudi, je prends en exemple la plus haute autorité de ce pays qui a fait venir le pape Jean-Paul II pour... non, moi je ne peux pas lire des choses comme ça à la télé. Vous n'avez aucune preuve. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi le pape Jean-Paul II était venu ici. Bon, vraiment, nous n'avons pas les discussions du bar.